Dans une cellule d'isolement conçue pour briser les esprits, un maître de yoga injustement emprisonné entreprend l'évasion la plus impensable jamais conçue. Son chemin vers la liberté n'est pas un tunnel, mais son propre corps. Il va utiliser une discipline ancienne et redoutable pour se démanteler, os par os, afin de se glisser à travers une fente de 15 cm. C'est le récit d'une transformation physique et spirituelle défiant les limites de l'anatomie humaine. Si vous aimez les histoires de discipline et de volonté face à l'impossible, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Maître Jian s'était dissous pour ne devenir qu'un cube de béton et de silence. Autrefois, son univers était celui des vastes salles de yoga baignées de lumière matinale, du parfum de l'encens au bois de santal, et du murmure collectif des respirations synchronisées de ses élèves. Il était un maître du Hatha Yoga, mais sa véritable expertise résidait dans les disciplines plus ésotériques, les kriyas de purification et le pratyahara, le retrait des sens, une quête pour trouver le silence immuable au cœur du chaos de l'existence. Il n'enseignait pas seulement des postures, il enseignait une philosophie, une manière de percevoir le corps non pas comme une identité, mais comme un véhicule, un vêtement temporaire pour l'esprit. Cette philosophie, qui prônait le détachement et la liberté intérieure, avait été jugée subversive par le régime autoritaire de son pays. Accusé d'inciter à la désobéissance spirituelle et d'être le chef d'un mouvement de résistance pacifique, il avait été condamné, sans procès équitable, à une peine de prison à perpétuité dans la tristement célèbre prison de la Forteresse Noire. Son crime avait été d'enseigner aux gens qu'ils pouvaient être libres, même enchaînés. Le régime, dans une ironie cruelle, avait décidé de tester la validité de son enseignement. Sa nouvelle demeure était une cellule d'isolement au plus profond de la forteresse, un lieu conçu pour anéantir l'individualité. Il n'y avait pas de fenêtre, seulement un néon blafard au plafond qui ne s'éteignait jamais, abolissant le rythme du jour et de la nuit. Les murs étaient en béton brut, lisse et froid. Le mobilier se résumait à une paillasse en béton et à des toilettes en acier inoxydable. Le silence était total, seulement brisé 3 fois par jour par le grincement métallique de la fente à nourriture, une ouverture de 15 cm de haut sur 30 de large dans la lourde porte d'acier, à travers laquelle on lui poussait un plateau en aluminium. Cette fente était son seul lien avec le monde extérieur, la seule rupture dans la monotonie de sa cage. Les premiers mois furent une épreuve de dissolution. Privé de tout contact humain, de tout stimulus sensoriel, il sentit son sens du temps se désagréger. Les jours se fondaient en une longue et grise éternité. Il lutta contre le désespoir, contre la tentation de laisser son esprit se dissoudre dans le vide. Il se tourna vers la seule chose qui lui restait, la seule chose qu'on ne pouvait pas lui enlever, sa pratique. Il commença par le plus fondamental, le souffle. Il s'assit en position du lotus sur le sol froid, le dos droit, et commença à pratiquer le pranayama. Il ralentit sa respiration, la rendant plus profonde, plus consciente. Chaque inspiration était une affirmation de la vie, chaque expiration un lâcher-prise de la peur et de la colère. Il utilisa sa respiration pour ancrer son esprit, pour l'empêcher de sombrer dans la folie. Puis, il commença à pratiquer ses asanas, les postures de yoga. L'espace était exigu, mais il adapta sa pratique. Il ne pouvait pas faire de grands mouvements, alors il se concentra sur les micro-ajustements, sur l'alignement parfait de ses os, sur la tension et le relâchement de chaque muscle. Sa pratique devint plus intérieure, plus intense. Il n'était plus en train de bouger son corps, il était en train d'explorer sa géographie intérieure. Les gardiens, qui l'observaient parfois à travers l'œilleton de sa porte, ne voyaient qu'un vieil homme assis immobile pendant des heures, ou se contorsionnant lentement dans des positions étranges. Ils le prenaient pour un fou, un homme brisé par l'isolement. Ils ne voyaient pas le guerrier spirituel qui était en train de transformer sa cellule en un ashram, sa prison en un lieu de retraite. C'est au cours de cette pratique intense, alors que son esprit atteignait des niveaux de concentration qu'il n'avait jamais connus, que son regard commença à se poser, de plus en plus souvent, sur la fente à nourriture. Au début, ce n'était qu'un point de focalisation pour sa méditation, la seule imperfection dans la perfection de sa cage. Mais peu à peu, une idée commença à germer. Une idée si radicale, si impossible, qu'elle semblait relever du mythe. Une idée qui allait transformer sa pratique de la survie spirituelle en un projet d'évasion physique d'une audace inimaginable. L'idée, une fois née, devint une obsession silencieuse, le point central de la méditation de Jian. La fente à nourriture. 15 cm de haut, 30 de large. Une ouverture minuscule, conçue pour le passage d'un plateau, pas d'un corps humain. Et pourtant, il se souvint des textes anciens, des yogastra de Patanjali et des traités plus ésotériques sur les siddhis, les pouvoirs ou perfections qui peuvent être atteints par une pratique yogique intense. La plupart de ces textes étaient allégoriques, des métaphores pour des états de conscience supérieurs. Mais certains parlaient de capacités physiques qui défiaient l'entendement, la lévitation, l'invisibilité et le pravesha, la capacité d'entrer ou de passer à travers des objets solides en altérant la structure atomique de son propre corps.
Il avait toujours considéré ces passages comme des mythes, des exagérations destinées à illustrer le pouvoir de l'esprit sur la matière. Mais ici, dans le dénuement total de sa cellule, ces mythes prirent une nouvelle résonance. Et si ce n'était pas entièrement métaphorique? Et si, en poussant la discipline du corps et de l'esprit à ses limites absolues, un yogi pouvait réellement transcender les contraintes de sa propre anatomie? Il ne s'agissait pas de magie, mais de contrôle. Un contrôle total. Il commença par une analyse froide et rationnelle, une étude de faisabilité. Il se mit à mesurer sa propre prison, en utilisant son corps comme seul instrument. Il mesura la longueur de la cellule en pied, la largeur en coudée, la hauteur en empan. Puis, il se mesura lui-même. La largeur de ses épaules, la circonférence de son crâne, la largeur de son bassin. Les chiffres étaient sans appel. Ses épaules, même en les comprimant au maximum, mesuraient plus de 40 cm de large. Son crâne, une structure osseuse non compressible, avait un diamètre qui dépassait les 15 cm de hauteur de la fente. L'évasion semblait physiquement, anatomiquement, impossible. C'est là que sa connaissance profonde du yoga intervint. Il savait que le squelette n'est pas une structure rigide et immuable. C'est un assemblage d'os reliés par des articulations, des ligaments, des tendons. Et ces tissus conjonctifs, bien que solides, possèdent une certaine élasticité. Une élasticité qui peut être travaillée, augmentée, poussée au-delà de ses limites normales. Il pensa aux contorsionnistes de cirque, capables de plier leur corps de manière stupéfiante. Mais ce qu'il envisageait allait bien au-delà de la simple contorsion. Il ne s'agissait pas de plier, mais de démanteler, de disloquer. Il identifia les obstacles clés. Le premier était la largeur de ses épaules, définie par la longueur de ses clavicules. Les clavicules sont des os longs, reliant le sternum aux omoplates. Mais leurs articulations, aux deux extrémités, sont relativement mobiles. Et s'il pouvait apprendre à les déboîter? À faire flotter ses clavicules pour permettre à ses épaules de s'effondrer vers l'intérieur? Le deuxième obstacle était le bassin, la structure la plus large et la plus rigide du squelette. Il ne pouvait pas le comprimer. Mais le bassin est relié aux jambes par les articulations de la hanche. S'il pouvait disloquer ses hanches, il pourrait peut-être faire passer son bassin de profil, en le tournant à un angle impossible pour un corps normal. Le troisième et dernier obstacle était le crâne. C'était le plus difficile. Mais il savait que le crâne d'un adulte n'est pas un seul os, mais une série de plaques soudées. Et il y avait une certaine flexibilité, en particulier chez les nourrissons. Était-il possible, par une manipulation de la pression et des muscles, de gagner les quelques millimètres qui lui manquaient? L'idée était monstrueuse. Chaque dislocation serait un acte d'une douleur atroce, un traumatisme auto-infligé qui pourrait causer des dommages irréversibles. Il risquait de sectionner une artère, de pincer un nerf, de rester paralysé. Mais la perspective d'une vie entière passée dans ce cube de béton était une forme de mort encore plus certaine. Il fit son choix. Il n'allait pas tenter une évasion basée sur la force ou la ruse. Il allait entreprendre un projet de transformation. Il allait utiliser les années qui lui restaient, non pas pour subir sa peine, mais pour sculpter son propre corps, pour le transformer en la clé de sa propre prison. Sa pratique du yoga changea de nature. Ce n'était plus une quête de paix intérieure. C'était devenu un entraînement, le programme de préparation le plus extrême et le plus solitaire jamais conçu. La première phase du plan de Dhyan était la plus fondamentale et la moins spectaculaire. Avant de pouvoir commencer à remodeler son squelette, il devait d'abord remodeler la machine qui l'entourait, son propre corps. Il devait perdre de la masse, beaucoup de masse. Pas seulement de la graisse, qu'il avait déjà perdue en grande partie à cause du régime carcéral, mais aussi du muscle. Un corps musclé est un corps rigide, un corps qui résiste à la compression. Il avait besoin de devenir aussi mince et aussi souple qu'un serpent. Mais il ne pouvait pas simplement s'affamer. Il avait besoin de force, d'une force tendineuse et ligamentaire, pour contrôler les mouvements de ses articulations disloquées. Il devait donc entreprendre une transformation métabolique contrôlée, un processus qui relèverait plus de l'alchimie que de la simple diète. Son outil principal pour cette transformation fut le pranayama, la science du contrôle du souffle. Il commença à pratiquer des techniques de respiration spécifiques pendant des heures chaque jour. Il utilisa des respirations lentes et profondes pour calmer son métabolisme, le mettant dans un état de quasi-hibernation pour conserver l'énergie. Il pratiqua le Bhastrika, la respiration du soufflet, des inspirations et expirations rapides et puissantes, pour générer de la chaleur interne et brûler les graisses résiduelles. Il commença un jeûne intermittent, puis de plus en plus prolongé, utilisant des techniques de méditation pour maîtriser les signaux de la faim envoyés par son corps. Il ne luttait pas contre la faim, il l'observait, la comprenait et la transcendait. Son corps commença à changer. Il devint émacié,
ses côtes et ses vertèbres devenant visibles sous sa peau. Les gardiens, lors de leurs rares inspections, s'inquiétèrent de sa santé, le menaçant de le nourrir de force. Mais il mangeait juste assez pour maintenir les fonctions vitales, et son calme et sa lucidité apparent les rassuraient. Il ne voyait qu'un homme qui dépérissait. Il ne voyait pas l'athlète de l'extrême qui était en train de sculpter son corps avec une précision de sculpteur. Parallèlement à cette transformation métabolique, il commença le travail le plus long et le plus douloureux, l'assouplissement de ses tissus conjonctifs. Il se concentra sur des asanas spécifiques, des postures conçues pour étirer les ligaments et les tendons au-delà de leurs limites normales. Il ne s'agissait pas de simples étirements. Il s'agissait de maintenir des postures pendant des périodes de temps extraordinairement longues, parfois des heures, utilisant la gravité et le poids de son propre corps pour exercer une pression constante sur ses articulations. Il travailla d'abord sur la ceinture scapulaire, la zone des épaules et des clavicules. Il pratiqua le Gomukhasana, la posture de la tête de vache, entrelaçant ses bras derrière son dos jusqu'à ce que ses épaules lui hurlent de douleur. Il pratiqua le Garudasana, la posture de l'aigle, tordant ses bras et ses jambes en une étreinte qui semblait devoir briser ses os. Il ne luttait pas contre la douleur. Il l'accueillait. Il utilisait sa respiration pour entrer dans la douleur, pour la dissoudre, pour la transformer. Il visualisait ses ligaments, non pas comme des cordes rigides, mais comme des élastiques, les encourageant, par la force de sa concentration, à s'allonger, à devenir plus souple. C'était un processus d'une lenteur exaspérante. Pendant des mois, il ne sentit aucune différence notable, si ce n'est une douleur constante et sourde dans ses articulations. Il y eut des moments de doute, des moments où il se demanda s'il n'était pas en train de se détruire pour une chimère. Mais il persista, avec une discipline de fer. Il se levait chaque jour avant l'aube virtuelle de sa cellule et commençait sa pratique. Respiration, posture, méditation. C'était sa liturgie, son rituel de transformation. Il ne mesurait pas ses progrès en jours ou en semaines, mais en années. Il était un géologue de son propre corps, travaillant sur une échelle de temps qui dépassait l'entendement de la plupart des gens. Il n'était pas pressé. Le temps, dans sa prison, était la seule ressource qu'il avait en abondance. Et il allait l'utiliser, seconde par seconde, souffle par souffle, pour user la pierre de sa propre anatomie, pour polir l'os jusqu'à ce qu'il devienne aussi fluide que l'eau. La 3e année de son entraînement fut consacrée à son premier objectif tangible, la dislocation contrôlée de ses clavicules. C'était le test ultime de la première phase de son plan. S'il ne parvenait pas à maîtriser cette étape, tout le reste était inutile. La clavicule, cet os long et fin qui relie le sternum à l'omoplate, est la clé de voûte de la largeur des épaules. Chez un homme adulte, elle est solidement ancrée par des ligaments puissants. La disloquer volontairement, sans traumatisme externe, était considérée comme anatomiquement impossible. Mais Gian avait passé des années à préparer le terrain, à assouplir ces mêmes ligaments jusqu'à leur donner une élasticité anormale. Il commença le travail final. Il se concentra sur l'articulation sternoclaviculaire, le point où la clavicule rencontre le sternum. C'était le point de pivot. Il s'assit en méditation, se concentrant sur cette petite zone de son corps. Il visualisa l'articulation, chaque ligament, chaque capsule articulaire. Puis, il commença à utiliser une technique de contrôle musculaire avancée, le Uddiyana Bandha, une contraction puissante des muscles abdominaux qui crée un vide dans la cage thoracique. Il combina cette technique avec une manipulation précise des muscles de son cou et de ses épaules. Il ne s'agissait pas d'un acte de force brute, mais d'une manœuvre d'une subtilité extrême. Il contracta certains muscles pour tirer l'épaule vers l'arrière et vers le bas, tout en utilisant d'autres muscles pour pousser le sternum vers l'avant, créant une tension opposée sur l'articulation. La première tentative fut un échec. Il ne ressentit qu'une douleur aiguë et une frustration intense. Il essaya encore et encore, jour après jour, semaine après semaine. Il affina sa technique, apprenant à isoler chaque fibre musculaire, à contrôler la tension avec une précision de l'ordre du gramme. Il vivait avec une douleur constante à la poitrine et aux épaules, mais il ne céda pas. Puis, un soir, alors qu'il était dans un état de concentration profonde, il le sentit. Un léger pop. Un son sourd, interne, suivi d'une sensation étrange, une sensation de flottement dans son épaule. Il avait réussi. La tête de sa clavicule droite avait glissé hors de sa petite cavité dans le sternum. La douleur fut fulgurante, une vague de feu qui irradia dans tout son torse. Il faillit s'évanouir. Il se força à respirer, à rester calme, à observer la sensation. Il pouvait maintenant, avec une simple pression de ses doigts, sentir l'extrémité de l'os qui flottait librement sous sa peau. Il avait créé une clavicule flottante. Mais la dislocation n'était que la moitié du problème. Il devait maintenant apprendre à la remettre en place. C'était tout aussi difficile et tout aussi douloureux.
Il utilisa une série de mouvements inverses, relaxant certains muscles, en contractant d'autres, guidant l'os avec ses doigts. Après plusieurs tentatives angoissantes, il sentit un autre claque, plus rassurant cette fois, alors que l'os retournait dans son logement. Il resta allongé sur le sol, trempé de sueur, épuisé mais triomphant. Il avait prouvé que c'était possible. Il passa les mois suivants à perfectionner cette technique, jusqu'à ce qu'il puisse disloquer et relocaliser sa clavicule droite à volonté, avec un minimum de douleur et un contrôle total. Il commença ensuite le même processus sur sa clavicule gauche. Ce fut un peu plus facile, car il connaissait maintenant la méthode, mais non moins douloureux. Finalement, il atteignit un point où il pouvait faire flotter ses deux clavicules simultanément. L'effet était spectaculaire et grotesque. En déboîtant ses clavicules, il pouvait faire s'effondrer ses épaules vers l'intérieur, réduisant la largeur de son torse de près de 10 cm. Il ressemblait à une créature étrange, aviaire, ses omoplates faisant saillie dans son dos. Il avait franchi la première grande étape. Il avait transformé une partie de son squelette en un mécanisme amovible. Il n'était plus seulement un yogi. Il était un mécanicien de son propre corps. La maîtrise des clavicules n'était qu'un prélude. Pour pouvoir comprimer son torse au point de le faire passer par une fente de 15 cm, Jian devait s'attaquer à une structure bien plus complexe et plus résistante, l'articulation de l'épaule elle-même. La dislocation de l'épaule, l'articulation gléno-humérale, est une blessure traumatique courante chez les athlètes. Mais la disloquer volontairement, de manière contrôlée, et surtout, de manière répétée sans causer de dommages permanents, relevait d'un tout autre niveau de difficulté et de danger. Il commença par une étude anatomique mentale encore plus approfondie. Il visualisa la tête de l'humérus, cette boule lisse, et la glène de l'omoplate, cette cavité peu profonde dans laquelle elle s'emboîte. Il visualisa la coiffe des rotateurs, ce groupe de muscles et de tendons qui enveloppe l'articulation comme une manchette, lui donnant sa stabilité et sa mobilité extraordinaires. C'est sur ces muscles qu'il devait travailler. Il devait les rendre à la fois incroyablement forts et incroyablement souples. Forts, pour pouvoir contrôler le mouvement de l'os une fois qu'il serait hors de sa cavité. Souple, pour lui permettre de sortir sans se déchirer. Sa pratique des asanas se concentra presque exclusivement sur les épaules. Il passa des heures dans des postures qui étiraient la coiffe des rotateurs à leurs limites absolues. Il utilisa les murs de sa cellule comme un partenaire d'étirement, pressant ses bras et ses épaules contre le béton dans des angles extrêmes. Il développa une routine de renforcement isométrique, contractant les muscles de ses épaules sans bouger, créant une tension intense qui renforçait les tendons et les ligaments de l'intérieur. Le processus était une torture. Chaque jour, il sentait ses épaules brûler, comme si elles étaient en feu. Il y eut des jours où la douleur était si intense qu'il pouvait à peine lever les bras. Mais il persista, utilisant sa respiration pour gérer la douleur, la transformant en une information, un signal que son corps était en train de changer, de s'adapter. Après plus d'1 an de cette préparation intensive, il se sentit prêt à tenter la première dislocation. Il choisit son épaule droite. Il s'assit, le dos contre un mur pour plus de stabilité. Il utilisa une technique qu'il avait développée, une combinaison de relaxation musculaire extrême et d'une contraction soudaine et précise. Il commença par relaxer complètement son bras, le laissant pendre, mort. Puis, il contracta violemment les muscles de son dos et de sa poitrine, tout en effectuant une rotation externe de son bras. Il sentit une résistance énorme, puis un clonk sourd et nauséeux. La tête de l'humérus avait glissé hors de la glène. La douleur fut d'une violence inouïe, bien plus intense que celle de la clavicule. C'était une douleur profonde, électrique, qui irradiait dans tout son bras et son cou. Il faillit perdre connaissance. Il se concentra sur son souffle, luttant contre les vagues de nausée et de vertige. Son bras droit pendait maintenant à un angle étrange, inutile. Il pouvait sentir la tête de l'os, une boule dure sous la peau de son aisselle. La relocation fut encore plus difficile. Il dut utiliser son autre main pour guider l'os, tout en effectuant une série de contractions musculaires complexes pour le faire rentrer dans sa cavité. Après plusieurs tentatives angoissantes, il réussit, avec un autre clonk qui le fit grimacer de douleur. Il passa les mois suivants à répéter ce processus, des centaines de fois. La douleur ne diminua jamais vraiment, mais il apprit à la gérer, à l'anticiper, à la contrôler. Il développa une fluidité, une aisance dans le mouvement, qui était presque chorégraphique. Il pouvait maintenant disloquer et relocaliser son épaule en quelques secondes, avec un simple mouvement de rotation. Il commença ensuite le travail sur son épaule gauche. Il atteignit finalement un point où il pouvait disloquer ses deux épaules simultanément. Le résultat était grotesque et fascinant. Ses bras semblaient désarticulés, et ses épaules, combinées à la dislocation de ses clavicules, pouvaient s'effondrer vers l'intérieur à un point tel que sa poitrine semblait presque concave.
Il avait transformé ses épaules en des appendices amovibles. Il était en train de devenir l'homme-serpent, l'artiste de l'évasion ultime. Il ne lui restait plus qu'un seul et dernier obstacle, le plus redoutable de tous, le bassin. La dernière forteresse à conquérir était la plus formidable, la ceinture pelvienne. Contrairement à la ceinture scapulaire, qui est conçue pour la mobilité, le bassin est une structure conçue pour la stabilité et la transmission de la force. C'est un anneau osseux presque rigide, le fondement du squelette. Jian savait qu'il ne pouvait pas comprimer ou déformer le bassin lui-même. La seule solution était de s'attaquer aux articulations qui le relient aux jambes, les articulations de la hanche. La dislocation de la hanche est l'une des blessures les plus graves et les plus douloureuses qu'un corps humain puisse subir. C'est une blessure traumatique qui nécessite une force immense, comme un accident de voiture à grande vitesse. La tenter volontairement était un acte d'une audace qui frisait la folie. L'articulation de la hanche, ou articulation coxo-fémorale, est l'une des plus stables du corps. La tête du fémur, une grande sphère osseuse, s'emboîte profondément dans l'acétabulum, une cavité en forme de coupe dans l'os du bassin. L'articulation est renforcée par une capsule articulaire incroyablement épaisse et par certains des ligaments les plus puissants du corps humain. Pour la disloquer, Jian devait non seulement étirer ses ligaments au-delà de toute limite imaginable, mais aussi trouver un moyen de faire sortir la tête du fémur de sa cavité profonde. Le risque de dommages permanents était énorme. Une dislocation de la hanche peut facilement sectionner l'artère fémorale, provoquant une hémorragie interne mortelle en quelques minutes. Elle peut aussi endommager le nerf sciatique, entraînant une paralysie permanente de la jambe. Jian était parfaitement conscient de ces risques. Il passa près d'un an à se préparer, physiquement et mentalement. Sa pratique des asanas se concentra sur l'ouverture des hanches. Il passa des heures dans des postures comme le Baddha Konasana, la posture du papillon, ou le Padmasana, la posture du lotus, utilisant des blocs de bois improvisés qu'il avait sculptés pour augmenter l'étirement. La préparation mentale fut encore plus intense. Il utilisa des techniques de méditation profonde, le Yoga Nidra, pour atteindre un état de conscience où il pouvait se détacher de son corps physique, le percevoir non plus comme une partie de lui-même, mais comme un objet, une machine qu'il pouvait manipuler. Il devait apprendre à transcender la douleur à un niveau qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Le jour où il se sentit prêt, il entra dans un état de méditation qui dura plusieurs heures. Il ralentit son rythme cardiaque jusqu'à ce qu'il soit à peine perceptible. Il se coupa de toutes les sensations extérieures. Il était prêt. Il s'allongea sur le dos, sa jambe droite pliée. Il commença par une série de contractions musculaires d'une puissance et d'une précision extrême. Il contracta ses muscles fessiers et ischio-jambiers pour tirer le fémur vers l'arrière, tout en utilisant ses muscles rotateurs pour faire pivoter la tête du fémur à l'intérieur de sa cavité. La douleur commença, une douleur sourde et profonde qui semblait venir du centre de son être. Il l'ignora. Il continua à appliquer la pression, augmentant la rotation. Il sentit une résistance énorme, comme s'il essayait de plier une barre d'acier. Il entendit un bruit de succion, le son du vide qui se crée dans l'articulation alors que la tête du fémur commençait à se séparer de la cavité. La douleur devint insoutenable, une agonie blanche et aveuglante. Il était sur le point de renoncer. Mais il se concentra sur son souffle, sur le vide de son esprit. Il donna une dernière et terrible impulsion. Il y eut un claque sourd et profond, un son qui sembla faire vibrer tout son corps. La tête du fémur était sortie. La dislocation était complète. La douleur fut si intense qu'il perdit conscience pendant quelques secondes. Quand il revint à lui, sa jambe droite était dans une position anormale, tournée vers l'intérieur, plus courte que l'autre. Il était à moitié démantelé. La relocation fut un cauchemar. Il dut utiliser toute sa force et sa concentration pour inverser le processus, guidant l'os avec ses mains, luttant contre les spasmes de ses muscles. Il réussit enfin, avec un autre claque qui le laissa tremper de sueur et au bord de l'évanouissement. Il avait réussi. Il avait vaincu la dernière forteresse. Il passa une autre année à perfectionner la technique, jusqu'à ce qu'il puisse disloquer et relocaliser ses deux hanches. Il était prêt. Son corps n'était plus une prison. C'était une clé. Une clé contorsionnée, douloureuse, mais une clé quand même. La nuit de l'évasion fut choisie avec le même soin méticuleux que le reste de son plan. C'était une nuit de nouvelle lune, une nuit d'une obscurité profonde. Il attendit le milieu de la nuit, le moment où le silence dans la prison était le plus complet, où les gardiens étaient les plus susceptibles d'être fatigués et inattentifs. Il commença son rituel de démantèlement. Ce n'était plus un exercice d'entraînement. C'était la performance finale. Il s'assit au milieu de sa cellule, le dos droit, et commença sa méditation, calmant son esprit, se préparant à la douleur à venir. Il commença par les clavicules. Un mouvement contrôlé des épaules, une contraction précise des muscles.
Pop. Pop. Les deux os étaient maintenant flottants. Il passa aux épaules. Une rotation, une contraction. Clonk. Clonk. Ses bras pendaient maintenant, désarticulés. Enfin, les hanches. Ce fut la partie la plus longue et la plus douloureuse. Il dut s'allonger, se contorsionner, utilisant toute sa force et sa concentration. Clac. Clac. Le processus entier prit près de 30 minutes. Lorsqu'il eut terminé, il n'était plus reconnaissable comme un être humain. Il était un amas de membres contorsionnés, une sculpture de douleur et de volonté. Son corps, autrefois un temple, était devenu un instrument, une clé. Il rampa lentement vers la porte, se traînant sur le sol froid, ses membres désarticulés le rendant maladroit et lent. Il arriva enfin devant la fente à nourriture, cette bouche d'acier de 15 cm de haut. Il se positionna. Il devait passer la tête en premier. C'était la partie la plus dangereuse. Il tourna sa tête de côté, et commença à la pousser à travers l'ouverture. Le métal froid pressait contre son crâne, ses oreilles. Il sentit une pression immense. Il utilisa sa respiration pour relaxer les muscles de son cou, pour gagner le moindre millimètre d'espace. Sa tête passa. Il était à mi-chemin. Maintenant, les épaules. C'était le test de ses années de travail. Il fit s'effondrer sa poitrine, ses épaules désarticulées lui permettant de comprimer son torse à une largeur incroyablement faible. Il se tortillait, se glissant à travers l'ouverture comme un serpent. Le métal raclait sa peau, mais il ne sentait pas la douleur. Son esprit était ailleurs, dans un lieu de pure concentration. Ses épaules passèrent. Puis son torse. Il ne restait plus que le bassin. Il dut se tordre à un angle de 90 degrés, ses jambes désarticulées lui permettant une rotation que son bassin rigide n'aurait jamais pu accomplir. Il sentit l'os de sa hanche frotter contre le bord de la fente. Il poussa, encore et encore. Et puis, il fut libre. Il tomba en un tas informe sur le sol du couloir de l'autre côté. Il était dehors. Il était sorti. Il avait transformé son corps en une clé, et il avait ouvert la porte la plus inviolable de toutes. Il resta allongé sur le sol froid du couloir pendant un long moment, un tamas de membres désarticulés, son corps hurlant de douleur, mais son esprit rempli d'un calme et d'un triomphe profond. La première partie de l'évasion était terminée, mais il était incroyablement vulnérable. Il devait se réassembler avant de pouvoir continuer. Le processus de relocation fut un rituel inverse, tout aussi douloureux et exigeant que le démantèlement. Il commença par les hanches, utilisant les murs du couloir comme appui pour forcer les têtes de fémur à rentrer dans leur cavité. Chaque claque de réemboîtement était une agonie et un soulagement. Puis les épaules. Puis les clavicules. Le processus entier prit une autre demi-heure. Quand il eut terminé, il se releva, chancelant. Il était meurtri, épuisé, mais il était à nouveau un homme. Un homme entier. Un homme libre. Il se déplaça dans les couloirs silencieux de la prison comme un fantôme. Il n'avait pas de plan complexe pour la suite. Il savait que la plupart des systèmes de sécurité étaient concentrés sur la prévention des sorties des cellules, et non sur la détection des mouvements à l'intérieur de la prison la nuit. Il se dirigea vers la buanderie, un endroit qu'il connaissait bien. Il savait qu'il y avait une grande chute à linge qui descendait vers le sous-sol, là où les camions de livraison venaient chercher le linge sale. Il se glissa dans la chute et se laissa tomber dans l'obscurité. Il atterrit en douceur sur un immense tas de draps et d'uniformes. Il se cacha à l'intérieur du tas et attendit. Quelques heures plus tard, à l'aube, il sentit le tas de linge être soulevé et chargé dans un camion. Il resta immobile, retenant sa respiration, alors que le camion passait les portes de la prison. Il n'y eut pas d'alarme. Personne ne l'avait remarqué. Le camion roula pendant une vingtaine de minutes, puis s'arrêta. Il entendit les portes arrière s'ouvrir. Il attendit que les ouvriers s'éloignent, puis il se glissa hors du camion. Il était dans une zone industrielle, à l'extérieur de la ville. Il était libre. L'évasion de Maître Jian ne fut jamais comprise. Lorsque les gardiens trouvèrent sa cellule vide le matin, ce fut la panique totale. Ils cherchèrent partout, mais ne trouvèrent aucune trace d'effraction, aucun signe de violence. La porte était verrouillée. Les murs étaient intacts. C'était comme s'ils s'étaient évaporés. L'enquête conclut à une défaillance inexplicable du système, ou à la complicité de gardiens, une théorie qui ne fut jamais prouvée. L'histoire devint une légende dans le monde carcéral, le conte du yogi qui avait traversé les murs. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans un petit village de montagne en Thaïlande, un vieil homme ouvrit un petit centre de yoga et de méditation. Il ne parlait jamais de son passé. Mais parfois, lorsque ses élèves lui demandaient comment il avait atteint une telle maîtrise de son corps et de son esprit, il souriait d'un air énigmatique et disait
La seule prison qui existe vraiment est celle que nous construisons dans notre propre esprit. Apprenez à la démanteler, et vous serez toujours libre.